alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer notre travail autour des séries d'exercices. Si vous vous rappelez bien, on a déjà passé la première série autour de notre module algorithmique et programmation. On va continuer toujours avec ce module-là. Donc, on commence par un petit rappel avant d'entamer donc les différents exercices. Alors, si vous vous rappelez bien, notre module algorithmique et programmation, donc, il est censé étudier pour que les élèves arrivent à apprendre comment développer des programmes qui seront exécutés après par la machine. À ce niveau-là, si vous vous rappelez bien, on a parlé de trois chapitres. Donc, le premier chapitre, c'était notion d'algorithme et instruction de base, dans laquelle on a parlé de la notion d'algorithme, notion des données, instruction de base, et en même temps, donc, la démarche algorithmique. Deuxième module, c'était donc structure de contrôle de base, sur lequel donc, on est arrivé à découvrir ensemble les différentes structures à partir duquel on peut développer un programme, à savoir donc les structures séquentielles, les structures sélectives avec les différentes variantes. Structure sélective simple avec un seul choix, structure alternative, structure imbriquée et puis la structure à choix multiple. Et si vous vous rappelez bien, le dernier chapitre, c'était langage de programmation, plus précisément le langage Pascal. Alors on commence notre premier exercice. Alors pour le premier exercice, on vous demande de citer, ou plutôt quelles sont les valeurs d'une variable de type booléen. Je reviens vers les types. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit lors du premier chapitre au niveau de ce module qu'en informatique, on peut parler de 5 types. Il y a les entiers, les réels, les booléens, les chaînes de caractères et puis les caractères. Alors maintenant, on est devant le type booléen. La question, quelles sont les valeurs que peut prendre un booléen au sein d'un algorithme? Alors, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a parlé de booléen, c'est une donnée qui peut être soit vraie, soit fausse. Du coup, donc, les valeurs qui peut prendre une variable ou bien une donnée booléen donc, ne sortent pas de vrai et de faux, bien de 0 et de 1. Alors, bien sûr, le type booléen il sera utilisé dans le cas où vous voulez donc définir des conditions sur les structures dont on a parlé tout à l'heure, surtout les structures sélectives. La deuxième question vis-à-vis le premier exercice, si vous avez des booléens, on sait bien que si vous avez des chiffres ou bien des entiers, on peut appliquer les opérateurs arithmétiques, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, etc. Et si on est devant un autre type, c'est le booléen, alors quels sont les différents opérateurs qu'on peut avoir entre les booléens? Alors à ce niveau-là, on peut citer le premier opérateur qui est l'opérateur et, le deuxième opérateur c'est l'opérateur ou, et le troisième opérateur c'est l'opérateur non. Alors ça représente les trois opérateurs qu'on peut utiliser pour relier plusieurs booléens. On passe maintenant à notre deuxième exercice. Alors pour le deuxième exercice, toujours avec la notion de type booléen, donc on vous demande de déterminer la table de vérité des opérateurs logiques. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que les opérateurs logiques sont l'opérateur et, ou et le non. Alors on va dresser un tableau. Alors je vous demande de dresser un tableau qui contient 5 colonnes et qui contient 5 lignes. Alors pour la première colonne, vous avez la variable bien la donnée A qui est de type booléen. La deuxième colonne est consacrée à la donnée B qui est de type booléen. La troisième colonne, on aimerait bien voir donc la valeur de l'application de l'opérateur logique A et B. Pour la quatrième colonne, c'est l'opérateur logique A ou B. Et pour la dernière colonne, on va voir quelles sont les valeurs de A lorsqu'on applique l'opérateur non, ou bien ce qu'on appelle souvent la négation. Alors normalement, on commence par la première partie. Donc si A est vrai, B ça peut être soit vrai, soit fausse. C'est-à-dire dans la table de vérité, soit le A il est vrai et le B il est vrai, soit le A il est vrai et le B il est faux. Troisième cas, soit votre donnée booléen A il est fausse. Dans ce cas-là encore, vous avez deux cas, soit faux avec vrai, soit faux avec faux. C'est-à-dire avec deux booléens, on peut se retrouver avec l'ensemble de cas suivants. Vous avez 4 cas. Ou bien les deux booléens, ils ont la valeur vraie, ou bien les deux, ils ont la valeur fausse, ou bien les deux, ils ont une valeur alternée. L'un est vrai et l'autre, il est faux. Alors, notre objectif, c'est compléter le tableau. Alors, si A est vrai et B lui-même vrai,
quel est l'impact de ces valeurs sur A et B, sur les A et B? Alors normalement, le A et le B ne peut être vrai, sauf dans le cas où les deux boéliens sont vrais. Du coup, donc, c'est A est vrai et B vrai. Effectivement, A et B seront vrais. On passe à la deuxième ligne. Donc, vous avez la valeur de A qui est de type boélien est vrai, la valeur de B est fausse. Alors, lorsqu'on applique l'opérateur logique et, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un opérateur qui prend la valeur vraie si les deux données reliées avec lui sont déjà vraies. Du coup, donc, si l'une des deux données est fausse, ou bien les deux, automatiquement, le I logique doit être fausse. C'est pour ça, donc, pour le reste du tableau, lorsqu'on part de l'opérateur logique A et B, on va se retrouver avec la valeur fausse. Alors, du coup, on peut dire que l'opérateur logique I, elle est là pour relier deux boéliens. Si les deux boéliens sont vrais, alors l'application, ou bien le résultat de l'opérateur logique I est vrai. Si l'une des deux est fausse, donc ça va impacter le résultat et le A et B, ça va être fausse. On passe maintenant au deuxième opérateur logique, c'est l'opérateur OU. Alors quand je dis OU, là, vous avez le choix. À votre avis, est-ce que le OU n'est valable, n'est vrai que dans le cas où les deux sont vrais? Alors quand je dis OU, là, j'ai un certain choix. Des coups vrai avec vrai, automatiquement, le OU, ça va être vrai. Vrai avec faux. Alors là, si vous voyez bien, la valeur de A est vraie, la valeur de B est faux. Alors, puisqu'on utilise l'opérateur OU, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la notion du choix. Alors, du coup, le vrai avec faux, ça donne un vrai. Si le A est fausse et le B vrai, alors toujours là, le OU, il permet le choix. Le résultat, donc, fourni par notre opérateur, ça va être vrai. Il y a un seul cas où cet opérateur rend la valeur fausse. C'est quand le A et le B, les deux, sont fausses. Du coup, le dernier résultat obtenu par notre opérateur OU est la valeur faux, puisque A et B, dès le départ, sont fausses. On passe maintenant à la négation, l'opérateur non. Alors, si le A est vrai, bien sûr, sa négation automatiquement doit être fausse. Et si le A est fausse, automatiquement, sa négation doit être vraie. Donc, c'est le symbole, ou bien l'opérateur de négation en général. Pour faire le récap de ce tableau de vérité vis-à-vis des opérateurs logiques, alors le A et B, ou bien l'opérateur et, n'est vrai que dans le cas où tous les membres sont vrais. Le OU, il est vrai dans le cas où l'un des membres est vrai. Le non, la négation, c'est l'inverse. Si A est vrai, automatiquement sa négation est fausse et vice-versa. Donc on passe maintenant à l'exercice numéro 3 qui porte le nom cube d'un réel. La problématique est la suivante. On vous demande d'écrire un programme qui affiche le cube d'un nombre réel saisi au clavier. Alors, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a parlé de démarche algorithmique, il y a deux phases avant d'arriver à l'algorithme. Vous avez un problème, c'est calculer le cube d'un nombre réel. Alors, la phase numéro 1, c'est la phase d'analyse. Là où vous allez identifier toutes les données à fournir, les résultats ainsi que le traitement à mettre en place. La deuxième phase, c'est la phase de conception. C'est là où vous allez organiser donc toutes les instructions citées au niveau de la phase d'analyse. Alors on commence par la phase d'analyse. Alors bien sûr, l'objectif de l'algorithme, c'est calculer le cube d'un nombre réel. Et si on veut donc quelques exemples, si l'utilisateur donne 0, donc automatiquement le résultat c'est 0. Si l'utilisateur saisit la valeur 1, donc le 1 à la puissance 3 ça donne 1, 2 à la puissance 3 ça donne 8, ainsi de suite. Alors ici vous avez quelques tests. Il faut que notre algorithme puisse exécuter le résultat sous le même principe. Alors les données d'entrée, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous voulez calculer le cube d'un nombre, vous aurez besoin de ce nombre. Et dès le départ, on est clair que notre variable, elle est réelle. Du coup, donc, pour la donnée d'entrée, vous aurez besoin d'une variable x de type réel. Les données de sortie, c'est bien sûr le cube de x. La formule qu'on va appliquer, ou bien le traitement, c'est que le cube, c'est x fois x fois x. À vrai dire, c'est x à la puissance 3. Après avoir finalisé la phase d'analyse, on passe à la phase de conception. Alors pour la phase de conception, on commence par le nom de l'algorithme,
qui représente l'entête de notre algorithme. Alors notre algorithme, il porte le nom algorithme cube. Pour les variables dont on a besoin, comme cité tout à l'heure lors de la phase d'analyse, vous aurez besoin d'un x qui est réel. Et si x est réel, automatiquement, le cube doit être lui-même réel. Alors, comment le programme va se dérouler? On va demander à l'utilisateur, dans un premier temps, de saisir la valeur de x. Une fois la valeur de x est saisie auprès de l'utilisateur, on va la récupérer par l'instruction de base lire. Une fois la donnée est prête, on peut passer à l'affectation. On affecte à notre cube le x fois x fois x, et à la fin, on écrit le résultat. Donc après avoir parlé de votre calcul vis-à-vis donc le cube d'un réel, on va passer maintenant à l'exercice numéro 4, parce que c'est un exercice qui est dédié pour l'affectation. Donc à ce niveau-là, on vous demande de citer les valeurs de données N et S après l'exécution de ces différentes instructions. Alors on veut dans le programme déjà, on a affecté à la valeur N la valeur 5, on a affecté à la variable C le caractère C, on a demandé à l'utilisateur de saisir le N avec l'instruction lire, on a affecté à la variable N la valeur 10 et à la fin, on a affecté à la variable N, N plus 1. Ce qu'on veut demander, c'est quelle est la valeur, bien, quelles sont les valeurs des différentes données de cet ensemble d'instructions, sachant que l'opération ou bien les instructions de base utilisées dans ce bout de code, donc il y a l'affectation plus la lecture. Alors déjà au départ le n reçoit 5. Après, si vous voyez bien, on demande à l'utilisateur de saisir un n. Automatiquement, on va écraser l'ancienne valeur. Deuxième des choses, l'avant-dernière instruction, on affecte. Donc l'utilisateur il peut saisir n'importe quelle valeur. On affecte à n la valeur 10, du coup, donc on va écraser la valeur donnée par l'utilisateur. Et à la fin, on va incrémenter la valeur de n par 1. Alors ici, la nouvelle valeur de n, c'est la dernière valeur qui est de 10 plus 1. Du coup, donc on va sortir avec la valeur 11. Par contre, la variable c, durant toutes les instructions qu'on a ici, donc il porte une seule valeur, c'est le caractère c. Du coup, comme résultat, on peut dire que donc après, bien sûr, l'exécution de ce code-là, au départ, n il prend la valeur 5. Après, donc, le n reçoit la valeur saisie par l'utilisateur. Après, il reçoit la valeur 10. Et à la fin du code, il va recevoir la valeur 10 plus 1 qui est 10. Alors, en fin de compte, comme je vous ai dit tout à l'heure, après l'exécution de ces différentes instructions, on sort avec un c est égal le caractère c, et qui est égal la valeur 11, le n plutôt qui est égal à la valeur 11 et le c qui est égal le caractère c. On passe donc au dernier exercice. On vous demande maintenant d'écrire un algorithme qui ait une valeur entière au clavier et affiche pair, c'est les pairs. Alors ici, donc, on va se baser sur la théorie mathématique, comme vous le savez, pour dire qu'un nombre est pair, donc il doit être divisé par 2. Donc on va essayer d'appliquer ça pour répondre à cet exercice. Alors, ce qui nous intéresse, il faut citer bien, nous, on a parlé de 3 structures sélectives. Et si ce qui nous intéresse, l'utilisateur il saisit sa valeur, nous, on va traiter la valeur et on va lui sortir ce qu'il est pair. L'autre cas, donc, n'est pas demandé. Alors, à votre avis, quelle est la structure sélective qu'on doit utiliser pour satisfaire ce besoin? On commence déjà par la phase d'analyse de notre algorithme. Alors bien sûr, les données d'entrée, c'est votre variable x. Une fois le x est saisi par l'utilisateur, on aimerait bien afficher est-ce que ce nombre est pair ou non. Du coup, donc, les données d'entrée, c'est la valeur pair. Dans le cas où votre x, on peut le diviser par 2. Alors le traitement qu'il faut mettre en place, en algorithmique, donc on utilise le mot-clé modulo. Alors ici, si vous voyez bien, c'est le x modulo 2 est égal à 0. Alors quel est l'impact de cet opérateur arithmétique? Supposons que le x est égal à 6. Alors 6 modulo 2, c'est le reste de la division euclidienne de 6 par 2. Donc c'est-à-dire si je divise 6 par 2, ça donne en quotient 3 et le reste c'est 0. Du coup, 6 mod 2, c'est 0. Si je prends le 5 mod 2, alors si je divise 5 par 2, ça donne 2.
2 fois 2, ça donne 4. Si vous faites la différence entre 5 et 4, donc le reste, ça va être un 1. Du coup, donc, le mode, il permet de vous rendre le reste de l'opération de division. Alors ça, il représente, si vous voulez, donc, le traitement qu'on doit effectuer. On se base, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'intéresse seulement si la condition est vérifiée. Du coup, on va utiliser donc la structure sélective simple avec un seul choix. Alors pour la phase de conception, l'entête de notre algorithme, donc c'est l'algorithme pair. Pour la partie déclarative, vous aurez besoin d'une seule variable, c'est la variable x qui est de type entier. Et pour le corps du programme, afin de répondre l'utilisateur vis-à-vis la valeur saisie, ce qu'il est pair ou non, donc on va demander à l'utilisateur de saisir la valeur de x avec l'instruction de lecture. Deuxième étape, donc on va passer à la lecture de la valeur. Et après, donc, on va appliquer la condition de tout à l'heure. Si le x modulo 2 est égal à 0, si le reste de ce chiffre saisi par l'utilisateur divisé par 2, ça donne 0, alors dans ce cas-là, on va écrire pour l'utilisateur x est pair. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a que la structure sélective simple, un seul choix. L'autre cas n'est pas demandé selon l'énoncé de l'exercice tout à l'heure. Donc, on est arrivé à la fin de la présentation. Je veux remercier et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.